Salut à toutes et à tous. Alors, j'ai décidé pour Stranger Things saison 4 partie 1 de vous faire deux vidéos. Les épisodes sont très longs, 1h15 pour certains, 1h18, à peu près 1h15 pour chaque épisode. Donc c'est quasiment des films, si on enlève le générique, c'est quasiment des films pour chaque épisode. Il y a beaucoup de choses à dire pour chacun. Je m'étais dit, est-ce que je vous fais une review pour chaque épisode? Ça me paraissait un petit peu trop. Du coup, je vais diviser cette première partie, c'est-à-dire les épisodes 1 à 7, en deux. Et ensuite, le 1er juillet, lorsqu'il y aura la partie 2, c'est-à-dire les deux derniers épisodes de la saison 4, je vous ferai la review des deux épisodes. Pour le coup, cette première partie, je vais aborder les épisodes 1 à 3. Et demain, vous retrouverez les épisodes 4, 5, 6 et 7 dans la même vidéo. Alors, c'était mal parti parce que honnêtement ces 3 dernières années y a eu énormément de séries qui pour moi ont pris le dessus sur Stranger Things au niveau de ma hype, et c'est vrai qu'une série comme par exemple Obi-Wan Kenobi dont je vous parlais hier, je l'attendais beaucoup plus que Stranger Things. Pour autant, je vais pas renier Stranger Things, c'était une excellente série, même si la saison 3 m'avait légèrement déçu au début, mais ça s'améliorait largement par la suite. À l'heure actuelle, ma saison préférée reste la 2. Et du coup, cette attente, 3 ans, été 2019, juillet 2019, la saison 3, cette attente a été très longue, trop longue pour moi. Et j'espère qu'on n'aura pas à attendre autant avant la dernière saison, la saison 5, parce que c'est vraiment je trouve que c'est vraiment une erreur. Alors c'est vrai qu'il y a eu les confinements, Covid, etc., ça a fait des reports, mais c'était une erreur. 3 ans, c'est beaucoup trop. Déjà 2 ans, ça aurait été beaucoup trop, mais 3 ans... À l'ère des séries où chaque mois, parfois chaque semaine, on a des séries exceptionnelles, là c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 3 ans. Et pourtant, Stranger Things c'est une grosse série, mais voilà, la hype c'est toujours pareil, à un moment donné ça commence à descendre. Donc c'était pas la saison que j'attendais le plus de toutes les séries confondues. Et je n'ai pas regardé à nouveau les 3 premières saisons pour me les remémorer, parce que j'ai beaucoup d'autres séries en cours et j'ai pas le temps de regarder à nouveau ce que j'ai déjà vu. Donc ce que j'aurais aimé, c'est qu'on nous fasse une vidéo, ou en tout cas un résumé des 3 premières saisons. Ça n'est pas le cas, en tout cas durant l'épisode 1, ça n'a pas été le cas au tout début, et je trouve que c'est regrettable. De manière générale, sur ces 3 premiers épisodes, c'est énormément de longueur. Beaucoup trop long, pour pas dire grand chose. Des situations certes intéressantes, mais étirées au maximum. On sent que la série veut surfer à mort sur les années 80, quitte à en mettre beaucoup trop, quitte à devenir un cliché ambulant. C'est dommage. Pour autant, il y a quand même de très bonnes choses. Et je commencerai, étant donné que c'est des vidéos 100% spoilers, c'est marqué dans le titre. Donc, si vous n'avez pas vu, arrêtez-vous. Ça va être du 100% spoilers. Je commencerai par l'introduction de ce premier épisode où on voit une scène qui se déroule en 79, autrement dit avant la première saison, et où on voit Eleven, je l'appellerai Eleven, vous pouvez l'appeler 11 ou Elf, moi je l'appellerai Eleven. On voit Eleven dans le laboratoire de Hawkins avec le docteur Brenner joué par Matthew Modine, qui tout simplement a décimé tout le monde. Elle a tué tous les autres enfants. Comment on l'explique? Peut-être qu'elle ne se l'explique pas elle-même. Est-ce qu'à ce moment-là, elle a perdu le contrôle? Elle n'était pas dans son état normal? Toujours est-il que c'est une nouvelle information. On voit donc que Eleven est capable de faire un carnage lorsqu'elle ne se maîtrise pas. Et ensuite, on arrive de nouveau à notre époque, enfin l'époque de la série, c'est-à-dire 1984 ou 1986. 1986, puisque la série se déroule en 86. À savoir que les événements actuels de cette saison 4 se déroulent 6 mois après la saison 3. Premier gros point négatif, le fait que les acteurs ont vieilli. Alors ça, on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas remonter le temps et on ne peut pas les faire retrécir, on ne peut pas les rajeunir, sauf si on peut les rajeunir numériquement. On avait vu d'ailleurs Finn Wolfhard qui fait Mike, on avait vu que dans ça chapitre 2, ils avaient essayé de le rajeunir numériquement. C'était pas top, c'était un petit peu dégueulasse le rajeunissement numérique dans ça chapitre 2. Donc ça demande énormément d'argent. Et du coup, quand on prend des ados, notamment des collégiens, ça grandit très vite. C'est le problème quand on attend entre 2 saisons et que chronologiquement, dans le scénario, il se passe peu de temps. Ça devient plus crédible. Ici, par exemple, Finn Wolfhard qui fait Mike, il a pris 50 cm de hauteur.
c'est plus le petit, voilà, c'est plus le petit très sympathique qui était plutôt mignon, plutôt enfantin. Là, c'est devenu la grande gigue. C'est le mec, on dirait qu'il est monté sur des échasses, maigre, fin. C'est plus du tout le même visage. Ça, honnêtement, ça décontenance. Heureusement, Millie Bobby Brown est toujours aussi ressemblante. Les autres, pareil, même si, voilà, on a Lucas aussi. Lucas, il a pris du muscle, il a grandi, c'est plus vraiment le même visage. On a Maxine Sadie Sink, l'actrice Sadie Sink, qui moi personnellement est mon perso préféré avec Eleven. Elle, c'est pareil, elle a gardé le même visage à peu près. Mais voilà, il y a pas mal de persos comme Will, ils ont changé du tout au tout, ça n'est plus du tout les mêmes physiques, c'est plus la même taille, c'est plus la même morphologie. Et ça, au niveau du scénar, ça n'a pas été pris en compte. C'est pour ça que ça aurait été bien de faire un bond dans le temps beaucoup plus que 6 mois. Ça aurait été bien de faire un bond de 3, 4 ou 5 ans. Bon, soit c'est comme ça, on n'y peut rien, on va pas polémiquer pendant 1 heure. Dans ce premier épisode, je trouve qu'on s'attarde beaucoup trop sur des choses qui sont un petit peu osef, sur des choses honnêtement où j'en avais strictement rien à faire. Le fait que, par exemple, Eleven se fasse maltraiter par les élèves de son lycée en Californie où elle a déménagé avec Joyce, je trouve ça inintéressant au possible, c'est cliché, on a vu ça dans tous les films ou séries américaines avec des adolescents. Pareil pour les jeunes, donc restés à Hawkins, que ce soit Dustin, Mike et tous les autres, où ils sont un petit peu la risée du collège, ils font partie du club Donjons et Dragons avec le geek un petit peu asocial du collège. Je trouve ça inintéressant. Pareil pour toute l'équipe de basket, ou alors là c'est le truc, mais j'en avais strictement rien à faire, j'ai trouvé ça assez insupportable d'ailleurs. C'est le cliché, mais qu'on a dans toutes les séries teenage américaines. L'équipe de basket avec les pom-pom girls, les piliers du basket, l'équipe de basket, les mecs qui se prennent pour des hommes et qui sont juste en fait des gosses, donc ou des adolescents. Donc tout ça est étiré en longueur sur les 2 premiers épisodes qui durent chacun 1h15 si on enlève le générique. Il faudrait enlever 30 minutes par épisode pour les 2 premiers épisodes parce que franchement, j'ai dû faire des pauses tellement c'était long. À un moment donné, j'ai dû m'arrêter, penser à autre chose, voilà, manger un petit coup, parce que c'était insupportable à suivre. C'était long. À un moment donné, je voulais le regarder en accéléré. Mis à part ça, on a les personnages où on ne retrouve pas cette ambiance qu'on a dans les premières saisons. On ne les retrouve pas jusqu'à l'épisode 3 où là ça s'améliore grandement. On ne retrouve pas ce pouvoir de l'amitié, c'est-à-dire les gosses, enfin c'est tout ce groupe qui compte les uns sur les autres. Là on a l'impression qu'ils se supportent plus, on a l'impression qu'ils veulent se fuir. Alors vous allez me dire ouais mais c'est l'adolescence, c'est normal, ok mais moi c'est pas ce que je veux voir. Moi je veux voir les Stranger Things, le groupe que l'on avait dans les 3 premières saisons. Et je n'ai pas retrouvé durant les 2 premiers épisodes cette alchimie entre les personnages. Maxine et Lucas, et ils sont plus ensemble, on ne sait pas pourquoi, c'est désagréable, les personnages sont désagréables entre eux. Mike et Eleven qui finissent par se retrouver pour les vacances scolaires, c'est pareil, il n'y a plus d'alchimie entre ces personnages. C'est assez laborieux. Dustin et Steve, qui étaient très potes, là, ils sont plus ensemble. Heureusement, il reste le duo Steve et Robin, joué par Maya Thurman-Hawke, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke, que je trouve que cette actrice est vraiment géniale. Et en plus, elle est super mignonne. Bon, alors il y a tout son aspect lesbienne, elle aime les filles et tout ça. Bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais je trouve que le duo qu'elle forme avec Steve est génial. L'amitié entre les deux, elle est palpable. Tu sens qu'il y a une alchimie entre les deux persos. Ça fait vraiment plaisir. Ces deux-là sont très intéressants. Après, on a Nancy et Jonathan. Donc, Nancy et Jonathan qui sont séparés. Nancy est restée à Hawkins. Jonathan est parti avec sa famille, avec sa mère, son petit frère et Eleven. Ils sont partis en Californie. Eux, bah, c'est pareil, pas un seul coup de fil, pas une... Il y a plus cette relation. Pourtant, ils avaient une relation importante dans la saison précédente. Ils étaient en couple. Là, il y a plus du tout ça.
On a des nouveaux persos qui interagissent, que ce soit à Hawkins ou de l'autre côté, donc en Californie. Au niveau de la Californie, on a Jonathan qui s'est fait un pote un peu perché, mais très sympathique, fumeur de chichon, qui est, ma foi, plutôt sympa. Il fait des bonnes blagues. À un moment donné, il a fait une blague sur les Esquimaux en Alaska. J'ai bien aimé, ça m'a fait rire, c'était sympa. Bon, je dis ça au passage, j'ai bien aimé cet humour-là, mais c'est vrai que l'humour Donjons et Dragons, ça commence à m'insupporter un petit peu par rapport à Hawkins. Tout le groupe qui est resté à Hawkins, ils sont dans un groupe de mecs qui sont fans de jeux vidéo Donjons et Dragons, le club Hellfire. C'est franchement, c'est plus pour moi. Peut-être que ça marchait il y a quelques années en arrière, mais ça m'intéresse plus, ça m'ennuie. C'est dommage. Pour autant, il y a quand même quelque chose d'intéressant vis-à-vis de Donjons et Dragons, c'est que la série essaye de remettre, on va dire, de remettre en contexte la polémique qu'il y avait eu dans la vie réelle aux États-Unis dans les années 80, où on avait des journalistes qui, par manque d'informations, disaient que Donjons et Dragons était dangereux et que ça poussait les jeunes à s'entretuer ou tuer leurs parents, à faire du satanisme. Bon, faut pas se leurrer non plus. Il est vrai que certains jeunes qui étaient un peu fracassés, mais déjà psychologiquement, qui se livraient à de l'occultisme, en ont profité au milieu de tout ça pour se livrer. Il faut remettre aussi un petit peu les choses dans leur contexte. C'est comme quand on dit les jeux vidéo poussent à tuer. Non, les jeux vidéo ne poussent pas à tuer, mais si on est psychologiquement instable, les jeux vidéo ultra-violents, ça n'arrange pas les choses. Bon, ben c'est pareil pour Donjons et Dragons, où il y a quand même de l'occultisme, de la magie. Si vous prenez ça juste pour un simple divertissement et que vous êtes psychologiquement stable, il n'y aura aucun problème. Mais si vous êtes déjà psychologiquement instable et que vous grandissez dans un foyer où il y a de l'occultisme, ça ne va pas vous arranger. Ça aussi, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. Mais c'est intéressant de voir à la fois que ces jeux-là, certains ne prenaient pas les choses au sérieux et prenaient ça juste comme un simple divertissement, et d'autres, et comme par exemple l'équipe de basket, à un moment donné, il va y avoir un élément qui va se passer, dont je vais vous parler dans quelques instants. Il y a des jeunes de l'équipe de basket, mais aussi des habitants de Hawkins, qui commencent à faire une psychose et à se dire que tous ceux qui faisaient partie de ce club de Donjons et Dragons, ce sont tous des tueurs en série et qu'il faut les traquer. Donc on voit la psychose se créer par manque d'informations, et ça, c'est quelque chose qui s'est fait dans la vie réelle aux États-Unis dans les années 80. J'ai lu assez de magazines, j'ai lu assez d'articles, parce que ça m'intéressait vraiment, j'ai lu assez d'articles pour savoir que ça, c'est vraiment inspiré de la réalité. Donc s'inspirer de la réalité pour justement la remettre dans le contexte d'une série des années 80, je trouve que c'est plutôt pertinent. Malheureusement, c'est mal fait. C'est mal fait parce que, encore une fois, on est sans arrêt sur du cliché des années 80. Stranger Things, quand on avait commencé, je crois que c'est en 2015, ça a remis à la mode les années 80. Et ensuite, on a énormément de films, notamment des films d'horreur et pas seulement, des films qui ont surfé sur les années 80. Et c'est devenu une overdose. Et maintenant, Stranger Things, je trouve, est victime des stéréotypes qu'elle a initiés. Au début, c'était sympa parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Maintenant, je trouve que ça fait une overdose. Et là où il aurait fallu réduire les épisodes pour se concentrer sur l'action, ben malheureusement, on étale ces clichés. On va passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure à voir des adolescents faire du patin à roulette sur des pistes parce que ça se faisait dans les années 80, alors que je m'en fiche, mais complètement, honnêtement, et plein de passages comme ça qui ne sont absolument pas utiles. Ça aurait été bien, mais de les compresser. Voilà, ça aurait été bien de réduire les épisodes. C'est bien de faire des épisodes longs, mais quand ça a quelque chose à dire. Sauf que quand vous faites un épisode de 1h15 et qu'il y a 3 ou 4 choses intéressantes, ben c'est pas bon. Donc, la séquence d'introduction sur ce premier épisode où on en apprend plus sur le passé de Eleven. De manière générale, la psychose qui commence à s'installer à Hawkins. Et puis, la fin de l'épisode 1 avec un nouveau méchant qui est un démon issu du monde à l'envers. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé que j'ai pas retrouvé le Stranger Things au niveau de l'ambiance, j'ai pas retrouvé le Stranger Things des 3 premières saisons. Parce que Stranger Things, c'était quand même tout public. Faut pas se leurrer, Stranger Things était quand même tout public. Là, ça pisse le sang dans cet épisode, c'est ultra violent. C'est ultra violent et je trouve que c'est pas pour les gosses. Honnêtement, si j'avais des enfants, c'est hors de question qu'ils regardent cette saison. C'est ultra flippant.
vous allez avoir notamment le personnage de Chrissy, une pom-pom girl, qui va être la première victime de cette saison, où elle est quasiment possédée par ce démon, en mode l'exorciste, elle est suspendue au plafond, et elle va se démembrer. Vous allez la voir, les globes oculaires arrachés, pisser du sang par la bouche, par tous les orifices, démembrés, c'est chaud, c'est vraiment hard pour des enfants. Moi, personnellement, je pense qu'il aurait fallu mettre carrément dire une petite interdiction ou en tout cas déconseiller au moins de 16 parce que c'est vraiment chaud. Là, on est inspiré de L'Exorciste. Vous savez que je n'aime pas du tout ce genre de film, vraiment pas. Par la suite, pour l'épisode 2, c'est pareil, on va avoir de nouveau une deuxième victime, où là c'est chaud, c'est la même scène, lévitation, le démon qui vient du monde à l'envers, qui va aspirer les globes oculaires, la personne va se vider de son sang totalement démembré. C'est l'adjoint, enfin c'est le journaliste qui travaille aux côtés de Nancy qui enquête, parce que le premier meurtre, donc, s'est fait dans la maison du geek en chef, le geek du club Donjons et Dragons, celui qui anime, et qui, donc, par la psychose et par le manque on va dire, le manque de connaissance des gens, va être accusé à tort. Et du coup, tous les soupçons vont se porter vers lui. Il va y avoir une enquête à la fois de police et une enquête journalistique menée par Nancy, et son adjoint, lui, à un moment donné, va s'éloigner dans les bois et va être sujet au même traumatisme que Chrissy, la première victime. Et en fait, ce démon se sert des traumatismes des gens pour les attirer à lui et les tuer. Et à la fin de l'épisode 3, ça va être le tour de Maxine. Alors pour l'instant, elle n'est pas tuée. Les dernières images que l'on a, c'est elle qui est attirée par le démon du monde à l'envers, parce qu'elle aussi a les mêmes traumatismes qu'elle a gardé de son frère Billy qui s'était fait tuer dans la saison 3. Donc ce démon agit sur les peurs et les cauchemars pour prendre le contrôle des gens et les tuer de manière abominable. Et au milieu de tout ça, on a Eleven qui, dans son lycée, se fait bolosser de partout, se fait humilier. À un moment donné, lorsque Mike vient lui rendre visite en vacances, ils vont sur une piste de patinage, et là, elle se fait humilier par toutes les pimbèches de son lycée. Et comme elle craque, elle prend un patin en roulette et elle fracasse la pom-pom girl du lycée. Et du coup, elle se fait embarquer par la police. Sauf qu'elle est délivrée à temps par Paul Reiser qui revient. Paul Reiser qui est sur la sellette parce que l'armée le soupçonne de protéger Eleven. Et en même temps, lui, il sait comment rendre ses pouvoirs à Eleven puisqu'elle a perdu ses pouvoirs à la fin de la saison 3. Et il lui dit qu'il va avoir besoin d'elle pour sauver non seulement Hawkins, mais pour sauver le monde et pour sauver ses amis à la fois à Los Angeles, mais enfin à la fois en Californie, mais aussi, c'est pas à Los Angeles, c'est en Californie, à Lenora, mais aussi et surtout à Hawkins, puisqu'il y a une nouvelle menace qui a grandi, donc ce démon issu du monde à l'envers. Voilà à peu près le résumé des 3 premiers épisodes, et en parallèle à tout ça, on a Hooper, dont on sait, on avait déjà vu avec les bandes annonces qu'il est vivant. Joyce, avec son ami américain qui parle russe, Joyce va être contactée, on va lui dire que Hooper est en vie et qu'il faut verser une certaine somme d'argent, qu'il faut aller la porter en Alaska, une certaine somme d'argent, pour que Hooper lui soit rendu. Et donc on voit Hooper dans un goulag au Kamchatka, en train d'essayer de manœuvrer, justement. Il a soudoyé un garde, et c'est ce garde qui a appelé Joyce pour délivrer Hooper en échange de 40 000 $. Donc Joyce, elle est partie, donc Winona Ryder est partie de son côté pour aller délivrer Hooper, qui lui aussi de son côté est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir s'enfuir. Donc ça c'est encore une autre intrigue en parallèle, une troisième intrigue. Donc on a 3 intrigues. Hawkins, la Californie avec Eleven, et Joyce en Alaska, qui est relié à Hooper au Kamchatka. Kamchatka, c'est une province de Russie, hein, voilà, c'est vers la Sibérie là. C'est quand vous prenez la carte de Russie, c'est vers la droite. Voilà. Donc 3 intrigues, malheureusement beaucoup trop de longueur sur ces 3 premiers épisodes, mais, et c'est là où j'ai dit sur Twitter, parce que j'ai essayé de faire un petit thread sur Twitter, donc de dire ce que je pense épisode après épisode. L'épisode 3, je retrouve le Stranger Things que j'aime, les persos se remettent à travailler ensemble,
On a de nouveau de l'action. D'ailleurs, l'épisode est moins long. C'est le moins long des trois. Il fait 1h03 au lieu de 1h17 et 1h18 pour les deux premiers épisodes. Il est moins long, donc déjà, ça c'est une bonne chose. Et surtout, il y a beaucoup plus d'action. Ça parle un petit peu moins pour rien dire. Et on a un équilibre entre les différentes situations. Et on retrouve cet héroïsme au niveau de Eleven, dont on sent que, voilà, elle va travailler main dans la main avec le personnage de Paul Reiser. Je retrouve le Stranger Things de la saison 3. Et ça fait plaisir. Parce que, honnêtement, sur les 2 premiers épisodes, c'était une désillusion. À un moment donné, c'est bien d'être fan de Stranger Things, mais il faut quand même être un minimum nuancé. Moi, j'entends, je lis, « Stranger Things, c'est parfait, la série, meilleure série de tous les temps. » Les gens, soyez un petit peu conscients que tout n'est pas parfait dans Stranger Things non plus. Tout comme tout n'est pas parfait dans Obi-Wan Kenobi. Hein. Il y a même des séries qui sont exceptionnelles, elles peuvent être améliorées. Et là, je trouve qu'au niveau des longueurs, les 2 premiers épisodes se posent là. Ça aurait été bien de réduire un petit peu sur les clichés des années 80 et les situations assez inintéressantes d'état d'âme de personnages dont pour l'instant ça ne fait pas avancer le scénario, pour se concentrer un petit peu plus sur de l'héroïsme, du mystère et de l'action. Ceci dit, encore une fois, je le dis, cette saison 4 est très très violente, et dès le début. Hein. D'ailleurs, il y a eu une résonance avec la fusillade au Texas, et je crois que sur Netflix, ils ont mis un avertissement par rapport à la fusillade qu'il y a eu. Attention, sur Stranger Things, il y a une scène, la scène d'introduction, âme sensible s'abstenir, ben oui, parce qu'on voit beaucoup de gamins qui meurent, comme dans la fusillade au Texas. Sauf que là, ici, c'est le laboratoire de Hawkins, et c'est de la fiction. Mais dès le début, hein, voilà, c'est du sang, des traînées de sang, des corps qui sont à moitié ravagés. Et ensuite, le reste de la série, c'est la saison la plus violente. Et de manière générale, c'est la saison la plus horrifique que l'on ait vue. Moi, vous savez, je l'aime pas, et j'ai toujours dit que je n'aime pas l'horreur, encore moins quand c'est ultra gore. Là, c'est ultra gore, on est sur de l'horrifique. J'espère qu'on va être un petit peu plus sur de l'héroïsme avec Eleven qui va retrouver ses pouvoirs pour mettre une tannée aux méchants. Ceci dit, voilà, la série, de manière générale, je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus bon enfant et tout public. Bon, c'était possible, il l'avait fait sur les 3 premières saisons. Maintenant, je vais pas me plaindre, j'aime quand même les personnages, ils sont assez intéressants, mais c'est vrai que la différence d'âge, elle est là, et c'est dommage, c'est dommage. J'aurais préféré voir les personnages encore jeunes. Là, la différence d'âge, vraiment, hein, c'est pour moi un problème, ça gâche un petit peu le plaisir. Quand je vois Mike, je reconnais pas le Finn Wolfhard, le jeune acteur des 3 premières saisons. Là, pour moi, c'est carrément une autre personne. Idem avec Lucas. Idem avec la petite sœur de Lucas, qui a grandi, c'est plus du tout la même. Dustin, il a plus la même voix, il a mué, c'est pas exactement le même visage. Il y a plein de personnages qui ont changé, on a du mal à les reconnaître. Ça aurait été bien de faire un bond dans le temps. À voir maintenant pour la saison 5. Quand est-ce que ça se passera? Moi, personnellement, c'est encore trop tôt pour le dire, hein, je ne suis qu'aux 3 premiers épisodes, mais j'aimerais bien que la saison 5 se passe de nos jours. Ça se passera pas de nos jours, mais moi, j'aimerais bien qu'on fasse un gros bond dans le temps, un petit peu comme dans ça, chapitre 1 et chapitre 2, qu'on voit les jeunes, plusieurs décennies après, adultes. Ça, ce serait sympa, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Au niveau des clins d'œil, on a un clin d'œil à Carrie au bal du diable avec Eleven qui se fait justement humilier par tout le monde sur la piste de patin à roulettes, un petit peu comme Carrie lors du bal où on lui jette une flaque de sang dessus. Là, on lui jette un milkshake, mais c'est vraiment à peu près un copier-coller sur Carrie, donc c'est clairement un clin d'œil au film de Brian De Palma, et puis on fait aussi une petite allusion à Michael Myers de Halloween. Donc on est toujours dans ces références des films d'horreur des années 70, 80. Ma foi, on s'y attendait, on s'attendait à avoir des références des films. C'est plutôt sympathique, mais c'est pas non plus indispensable au niveau du scénario. La musique est toujours aussi excellente, la réalisation irréprochable et les effets spéciaux sont nickel. Mais en même temps, c'est la saison la plus chère et c'est une des séries de Netflix les plus chères. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les 3 premiers épisodes. On se retrouve demain pour les épisodes 4 à 7. Et ensuite le 1er juillet pour les 2 derniers épisodes, ce sera la partie 2, saison 4, épisodes 8 et 9. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 premiers épisodes. Là, demain on se retrouve, et ensuite pour le 1er juillet. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bon week-end et ciao tout le monde.